Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir, capitaine, merci beaucoup. Merci de me recevoir. Vous allez nous raconter des histoires incroyables, non? Écoutez, ouais. Ouais, je crois, hein. Bonsoir et bienvenue dans le monde merveilleux du blanchiment, cet argent occulte qui échappe à l'impôt. Ce soir, Cash Investigation a enquêté sur les banquiers du cannabis. Ils gèrent un des marchés les plus secrets, mais aussi l'un des plus juteux au monde. Les sommes en jeu sont énormes, plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires chaque année, rien qu'en France. Et ce milliard, les trafiquants doivent justement le blanchir, le rendre indécelable pour pouvoir le réinvestir dans des entreprises qui ont pignon sur rue. Comment font-ils pour échapper à tous les contrôles? Nous avons découvert des circuits étonnants très organisés qui vont de la France à Dubaï en passant par le Maroc ou la Belgique. Cannabis, la multinationale du blanchiment, c'est une enquête de Nicolas Vescovaci. Oh là, mais pardon, mais vous pourriez arrêter de fumer votre truc là? Quoi? Je sais pas si vous savez, mais votre machin là, ça alimente un énorme business. Ah ouais, c'est stupéfiant, parce que c'est que du cash. L'argent du cannabis, d'après vous, ils en font quoi, les trafiquants? Du papier peint? Eh ben non, ils ont des combines. Leurs billets, ils les blanchissent. Et croyez-moi, c'est pas une mince affaire. Chaque année, il y en a pour 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et pas un centime d'impôt. L'histoire commence dans la rue. T'as 2 Un 50 s'il te plaît. Au pied des immeubles. Le cannabis, c'est tous les jours, partout en France, 700 000 fumeurs quotidiens. Ok, vas-y, salut. Avec des trafiquants qui ne connaissent pas la crise. Au meilleur de ma forme, je pouvais ramener jusqu'à 2 tonnes par mois. C'est que ça en rapporte du cash. Tout ça en petites coupures. C'est un monde de secret, on ne parle pas, on ne dit pas ce qu'on fait. Dans ce monde secret, l'argent est collecté par 2 petites mains. Il est blanchi par des banquiers occultes pour le compte de trafiquants. On a l'impression que ce sont les effectifs d'une PME pour les bénéfices d'une multinationale, en fait. C'est vrai, parce qu'ils travaillent dans un secteur très profitable. Blanchiment. Action de dissimuler la provenance d'argent acquis de manière illégale. Pour percer les secrets d'un réseau international, on a dû changer d'identité. C'est comme ça que nous avons pisté l'argent sale. Au Maroc, on est parti à la recherche de la tête du réseau. Ces blanchisseurs, du point de vue de la loi, sortent de traders de l'underground, vous voyez, voilà. Notre enquête nous a conduits en Belgique, où l'argent de la drogue est transformé en or. Je venais chaque fois pour acheter, que ce soit des pièces, des lingots, des kilos par semaine. Ces lingots d'or, vous pensez bien, on les a suivis. Jusqu'à Dubaï. Des fournisseurs entrent avec des valises pleines d'or et ressortent avec des valises pleines de cash. Des centaines de millions d'euros en cash sont blanchis, réinvestis dans l'économie, notamment en France. Cet argent est réintroduit dans l'économie légale. Le but du jeu, c'est de pouvoir précisément l'utiliser. Pour que le système fonctionne, certains acteurs financiers auraient fermé les yeux. De mon point de vue, ce qu'a fait Ernst & Young est immoral, non professionnel et illégal. Ce soir, on vous propose une partie de cache-cache avec ces barons noirs de la finance, trafiquants et blanchisseurs d'argent. Allez, éteignez votre truc
et installez-vous confortablement. C'est l'une des petites mains du trafic de drogue, dont vous n'avez jamais entendu parler. Pendant près de 2 ans, cet homme a récupéré des millions d'euros pour un réseau de blanchiment. Ce n'était ni un dealer, ni un revendeur, pas même un livreur. Son job à lui, c'était collecteur. Un jour, j'ai reçu un coup de fil de quelqu'un que je connais, un ami. Il a dit qu'il avait besoin de moi. Je dis ok, bon. Donc 2 semaines plus tard, il arrive, il m'appelle, donc on se rencontre dans un café. Donc il m'explique un peu ce qu'il fait, et puis il me propose de travailler avec eux pour faire la collecte d'argent. Donc j'ai réfléchi un peu, comme j'avais des projets, donc j'avais besoin d'un peu d'argent, de liquidité, et que ça me semblait pas trop illégal. Et voilà, c'était un petit blanchiment. Donc j'ai accepté. En 2013, l'homme intègre un réseau de blanchiment pour collecter l'argent de la drogue. Il accepte de nous révéler les secrets de ses virées nocturnes. Ça se passe souvent aux portes de Paris. Alors là, on arrive à l'endroit où plusieurs remises ont été effectuées, ici, à la station Total. Voilà. On venait, on se mettait ici, à cet endroit-là. Hop, on se garait comme ça. Ici, je viens chercher de l'argent, à cet endroit-là. C'est des gens que vous connaissez qui vous remettent de l'argent? Non, on ne connaît pas. On ne connaît pas, on ne sait pas qui c'est. C'est des gens qui nous appellent, on se donne rendez-vous, et puis on vient. Et bon, ici on a eu beaucoup de remises, hein, c'est pour ça que je vous ai ramené ici. Donc, une fois il arrive avec son sac. Et quel genre de sac? Un sac plastique, un sac qu'on peut trouver dans le commerce. Un sac plastique aussi banal que ça? Là, par exemple, ce sac il peut contenir 50 000 euros. D'accord. Et donc quand vous veniez chercher des grosses sommes, c'était dans quel genre de... Alors c'était pareil, soit c'était des valises, ou des sacs sport, ou alors... Comme ça, en pleine rue? Voilà, en pleine rue. Mais vous, le genre de somme en moyenne que vous veniez chercher, c'était combien? C'était entre 150, et ça peut aller jusqu'à 500, 600 000 euros. C'était 3 à 4 fois par semaine. C'est une collecte quasi industrielle. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Oui. Ouais, d'accord. Voilà. D'accord. Un simple collecteur, des gros volumes de cash. Mais alors, combien a-t-il pu récolter? Selon lui, plus de 20 millions d'euros en petites coupures. Et il y a plus fort. L'homme dispose du véhicule idéal pour circuler et éviter tous les problèmes. Ah bah non, quand même pas. Trop voyant. C'est un moyen de transport beaucoup plus discret. Et oui, une ambulance. Ah si, une vraie. Avec son gyrophare et sa sirène bitonale. Plutôt pratique pour traverser Paris avec un sac de 500 000 euros et ne pas se faire repérer par la police. L'ambulance, on peut en voir partout sur Paris, hein, donc ça passe mieux, quoi, on va dire. Ça passe d'autant plus facilement que ce collecteur est vraiment ambulancier. De nuit, comme de jour, mais surtout de nuit. Ce petit manège va tourner sans anicroche pendant plus d'1 an. Entre 2013 et 2014, Paris est à lui. Une valse de sacs. Des centaines de milliers d'euros à chaque fois, transportés à la barbe de la police dans une ambulance. Jusqu'au jour où... Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir, capitaine. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Jusqu'au jour où cet homme entre en scène. Vous allez nous raconter des histoires incroyables, non? Écoutez, ouais. Ouais, je crois. Hein. Alors, allez-y, asseyez-vous.
On va vous maquiller, oui. Oui, très bien. Voici Quentin Meug, capitaine de police. L'une des fines lames françaises de la lutte contre le crime organisé. C'est lui et son équipe qui ont fait tomber le réseau de blanchiment qui nous intéresse. Asseyez-vous ici. Le capitaine Meug s'exprime pour la première fois. Il nous raconte comment opéraient les collecteurs. Au tout début de la chaîne, il y a des clients qui vont payer à des dealers du cannabis en cash. Qui va prendre ce cash? Ce sont des collecteurs, c'est ça? Ce sont des collecteurs qui travaillent pour le compte d'un superviseur qui, lui, bien souvent, se trouve à l'étranger. Et les collecteurs, ils sont en France? Les collecteurs sont en France. C'est qui? Véritablement, il n'y a pas de profil. C'est-à-dire que dans ces dossiers, on a vu des gens qui venaient de la communauté indienne. Il y avait également beaucoup de jeunes Marocains. On a eu un jeune homme qui était un collecteur important, d'ailleurs, puisqu'il a collecté en moins d'un an plus de 121 millions d'euros en cash, qui, lui, était un étudiant. Un étudiant. Un étudiant, oui. Tout ce qu'on leur demande, en réalité, c'est d'être prudent et de transporter les fonds d'un point A à un point B. Ça ramène quand même beaucoup d'argent aux gens qui les dirigent, ces systèmes-là, ces réseaux. Et donc, dans ce cadre-là, la réputation est absolument essentielle. Une réputation impeccable. Un profil au-dessus de tout soupçon. Comme un ambulancier, en fait. En mettant sur écoute téléphonique les trafiquants, les enquêteurs vont réussir à l'identifier. Tu viens par où? La porte d'Italie, c'est bon? Pas de souci. Je suis là dans un quart d'heure. À chaque collecte de cash, l'ambulancier utilise un langage codé pour communiquer avec son superviseur. Chef, t'as vu la voiture? Oui, je l'ai vue. Il y a combien au compteur? Elle a 65 000 km. Ok, à tout à l'heure. J'ai vu le gars, il m'a donné le titre. Il a un terrain qui fait 310 mètres. Combien? 310 mètres. Ok, d'accord. À bientôt. Vous l'avez compris, 65 000 km, c'est 65 000 euros. 310 mètres, 310 000 euros. Désormais, Quentin Meug sait qu'il a affaire à un gros poisson de la collecte. Il met en place un dispositif de filature. Voici l'ambulance, la vraie, traquée par une caméra de surveillance. Pour obtenir des preuves en béton, le capitaine repère la planque de l'ambulancier. Puis il y dissimule une petite caméra espion. Le piège va fonctionner. Voilà l'ambulancier revenant de tourner, sac à la main. Son outil de travail est sur la table. Une compteuse à billets. Et c'est parti pour une nuit de boulot. Compter, trier, recompter, conditionner. Les liasses s'empilent. Pour cette tâche, le collecteur prend une petite commission, à peine 0,3% sur les sommes transportées. Sur 20 millions, cela fait 60 000 euros. Tout ça pour une seule petite main du réseau qui opère dans toute la France. Et est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui travaillaient pour ce réseau? Pour le réseau de collecte à proprement parler, on a identifié 4 groupes de collecteurs en France. C'est là qu'on a compris qu'on avait affaire à des gens qui proposaient un service de blanchiment. Et c'est ce qui rend ces enquêtes si profitables. C'est qu'en travaillant sur un collecteur, vous allez évidemment pouvoir suivre les fonds du trafic sur lequel vous enquêtez, mais si vous continuez à le surveiller après qu'il ait transporté son argent, eh bien, il va y avoir d'autres clients. Et vous allez découvrir comme ça un autre trafic à Brest, à Paris, à Lyon, à Bordeaux. Oui, c'est tentaculaire en fait. C'est tentaculaire parce qu'ils ne font que ça. La plupart d'entre eux avaient des cartes d'abonnement SNCF et ils circulaient beaucoup en train. Donc ça veut dire qu'ils allaient collecter beaucoup d'argent ailleurs. Oui. Alors, est-ce qu'on connaît les montants d'argent récoltés uniquement avec ce réseau de trafic de cannabis? Est-ce que vous avez une idée précise là-dessus? C'est toute la problématique de ces réseaux. C'est qu'en réalité, évidemment, le trafic de stupéfiants se fait rarement par chèque ou carte bancaire. Oui.
Et donc, c'est de l'argent liquide qui circule. On a des documents qui permettent d'attester qu'environ 250 millions d'euros ont transité par leur main. 250 millions d'euros. Absolument. Donc c'est des sommes qui sont très importantes. C'est une estimation basse. Et qui sont complètement masquées, qui sont souterraines. Et oui, car c'est du cash. Ah bah ça c'est sûr, c'est du liquide. Par dizaines, par centaines de millions. L'argent des trafiquants de drogue. Et là vous vous dites, à eux la belle vie, la flambe. Un peu, c'est vrai. Mais cet argent devient vite encombrant. Les sacs s'accumulent. Difficile de les stocker. Nous, on a essayé. Allez donc le déposer à la banque pour voir. Ça risque de mal se terminer. Alors, vous feriez comment, vous, pour vous débarrasser de dizaines de millions d'euros en cash ? Seul un trafiquant de drogue pourrait nous le raconter. Justement, on en a retrouvé un, impliqué dans cette affaire. Mais c'est ce comédien qui va jouer son rôle parce que le trafiquant n'a pas voulu apparaître. Nous avons évidemment restitué son témoignage au mot près. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de volumes de cannabis vous rameniez en France? Au meilleur de ma forme, je pouvais ramener jusqu'à 2 tonnes par mois. Et avec le recul, est-ce que vous pouvez nous dire combien d'argent vous avez gagné? J'ai pas de fiche de paye pour me rappeler de mes revenus. Mais ouais, j'ai gagné beaucoup d'argent. J'ai déjà eu entre 12 et 15 millions d'euros à moi rangés. Mis à l'abri? Ouais. Et vous faisiez quoi de cet argent? Faut le blanchir, faut l'investir. Moi, j'investis que du liquide, mais je réfléchis comme un chef d'entreprise. L'idéal, c'est d'avoir des rentes. Du coup, je réinvestis 50% de mon argent et 30% sont mis à l'abri pour mes vieux jours. Et puis, on a un train de vie conséquent quand même. Et vous investissez dans quoi? Souvent dans l'immobilier, c'est le plus simple. Au Maroc, en Algérie. Vous avez déjà blanchi de l'argent en France? Oui, j'ai investi dans des sociétés de transport ou dans la téléphonie qui avaient besoin de liquidité. Ces sociétés me rapportent aujourd'hui entre 15 et 20 000 euros par mois. Et pour le reste? Au Maroc, ça doit me rapporter autour des 70 000 euros. Et en Algérie, entre 30 et 40 000 euros par mois. Ce qui veut dire que vous avez des revenus à peu près de 100 000 euros par mois? Oui, c'est ça. Ça paie pour les coups durs, les absences, les longues années de prison. Plus de 100 000 euros en cash par mois qui échappent à l'impôt. Des investissements en France et à l'étranger. Pour cela, ce trafiquant utilise les services d'un homme de l'ombre. Dans les pays arabes, on l'appelle le sarraf. Le sarraf, c'est une sorte de banquier occulte. Grâce à ses collecteurs, il récupère l'argent en France et leur distribue au Maroc, en Espagne, où t'en as besoin. Si je veux 500 000 euros au Maroc, je donne 500 000 euros au sarraf à Paris, et en fonction du change, je peux récupérer l'équivalent au Maroc par un homme de confiance. C'est un système étonnant, non? C'est le même principe que le système bancaire, sauf que ça se fait par téléphone et à la confiance. Et cet argent, vous pouvez vous le faire livrer comme ça? Partout dans le monde. Moi, ça m'arrivait d'aller en vacances à Dubaï, aux États-Unis, partout. J'évitais de voyager avec, de passer les douanes avec des grosses sommes sur moi. J'appelais mon sarraf et lui me faisait remettre l'argent. Il faut donc lui faire confiance à 100%, à ce garçon. Ouais, cette fille. Ces banquiers sont des gens de toutes les nationalités. J'ai eu affaire à des Chinois, des Juifs, des Indiens, des Blacks. Franchement, c'est multiculturel. L'argent n'a pas de couleur et pas d'odeur. C'est l'équivalent d'une multinationale du blanchiment. Ce qui compte donc, c'est la confiance. La confiance, c'est le pognon. Tu donnes du liquide, on te rend du liquide. Des millions d'euros en liquide se déplacent ainsi sans jamais laisser de traces. À Cash, on en avait déjà entendu parler, mais on n'avait jamais essayé. Là, il y a quand même 2000 euros. Allez, on vous emmène au Maroc, au royaume des sarrafs, pour tester le système. Dans l'avion,
On a le choix entre un film de Chaplin, Le Vagabond, toujours sans un rond, et ce magazine, avec une publicité toute faite pour nous. Payer et transférer instantanément de l'argent, c'est dans la poche. Ah, ça commence bien. Casablanca, capitale économique du Maroc. Avec son quartier d'affaires, rien que de l'officiel, et son souk, plus informel. C'est là que nous allons réaliser notre opération, en toute illégalité. D'abord, il nous faut changer nos euros en dirhams, au marché noir, évidemment. À partir de là, nous allons tourner discrètement. Vous avez 2000 euros, d'accord? Au Maroc, le cash n'est pas un problème. Ce serait même plutôt une solution. Tout le monde là, Tout le monde y change. Oui, tout le monde y change. Le bazar, tout le monde. Là, jusqu'à la fin. Tout le monde y change. D'accord. Avec 2000 euros, nous obtenons 26 000 dirhams. C'est avec ce cash que nous allons passer à la phase 2 de l'opération. Faire remettre l'argent à Paris. Pour cela, nous avons trouvé un contact. C'est le monsieur avec la doudoune rouge. Officiellement vendeur de bibelots et de peintures. C'est votre magasin ici? J'ai une petite urgence. Est-ce que vous pouvez me rendre un service et me La négociation s'engage. 2000, j'ai pas plus, que c'est l'argent dont j'ai besoin à Paris. Sauf que nos 2000 euros lui semblent bien dérisoires. Ah ouais, c'est pas beaucoup, 2000 c'est pas beaucoup. Je sais, mais est-ce que vous pouvez me rendre un service et me le mettre à disposition à Paris? Oui, d'accord, est-ce que vous... Attendez, d'accord. Ouais. Asseyez-vous. Ok. Du coup, il va falloir parlementer avec son patron. Le voici. Merci. J'ai besoin d'un petit service. Je sais que 2000, c'est pas beaucoup. Mais j'ai une petite urgence médicale pour quelqu'un de ma famille qui a besoin un peu de liquide. Et j'ai besoin de mettre à disposition 2000 euros en France. Rapidement. Paris. Voilà. C'est quoi les montants que vous faites d'habitude? 50 000, 25, 100 000. Même plus de 100 000? Plus que 100 000. Pas de problème. Un coup de téléphone, t'entends, se déplace, tiens, l'enveloppe, merci, on va voir. Alors, vous voulez 2000. 2000, ouais. 2000. Absolument. Vous direz le soir. Ce soir? Bien sûr, aujourd'hui. Bon, c'est ma sœur qui va récupérer Pas l'argent. de problème. Elle s'appelle Sophie. Son téléphone. 0660, vous direz le soir. C'est son numéro français. Bien sûr. Le patron appelle le SARAF et s'assure que le cash sera remis à Paris. Mais attention, pas question de parler d'argent au téléphone. On ne fait pas le montant par le téléphone de 2000 euros. On fait deux tapis, 10 tapis, voilà, c'est ça. Un tapis, c'est fait 1000 euros. D'accord. Vous voyez 10 000 euros, 10 tapis. Voilà. Là, il doit y avoir 10 000. Comptez. Bougez pas. Là, il doit y avoir encore 10 000. Espérons que l'argent soit entre de bonnes mains. Attends. Bon, et maintenant, moi, je vous fais confiance. Voilà. Pas de problème. Parce que c'est pour ma mère. Hein. Écoute, non, c'est important. Ça, bien On sûr. fait confiance. Bien sûr. Parce que ce qui compte ici, c'est la confiance. J'ai des clients, ils m'ont posé ici de l'argent au vous comprenez, 100 000 euros, l'équivalent de 100 000 euros. Ils partent. Le soir, t'entends, est-ce que c'est tout est bon et tout est bon. Donc ce soir, vers 20h, ce soir, Inch'Allah, il va l'appeler un monsieur. Il l'appelle. Votre MNA, il est là. Pas de problème. Soyez sûr, certain. Cela, Inch'Allah, aujourd'hui, la sœur Sophie est pas vendre 2000 euros. Et tu me téléphones, tu me dis, appelle-lui. C'est bon. Avec merci. Je vous fais confiance. Hein. Bien sûr. Avant de partir, le patron nous glisse un dernier conseil, essentiel dans ce genre d'opération. On n'a rien fait. On n'a rien fait.
le mieux, c'est qu'on n'a rien fait. Voilà. C'est ça. Tout le monde parle. Vous voulez les murs, ils ont des oreilles. Tu connais? On se va faire un petit tour dans le Au souk. passage, le patron a pris une commission de 15% sur notre opération, soit 300 €. Le taux diminue lorsqu'il y a plus d'argent dans les tuyaux. Reste à prévenir Sophie que, jusque-là, tout s'est bien passé. Allô? Oui. Tout s'est bien passé. C'est ça, tout s'est bien passé. Même si, on ne nous le cache pas, on vient de laisser 2000 € à un inconnu. Et maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que les tapis, enfin les euros, arrivent à Paris. Ça a été un peu plus long que prévu. Sophie a finalement rendez-vous en proche banlieue parisienne. Sophie, c'est son nom de couverture. Elle est journaliste à Cache. C'est là qu'elle doit récupérer nos 2 tapis. Son vrai prénom, en fait, c'est Manon. Allez Manon, on compte sur toi. Allô? Son contact est juste derrière elle. Bonjour. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va. Eh ben, quelle efficacité? De quoi? C'est plus rapide qu'une banque. Vas-y, on va partir. Ouais, je rendais un service. Hein. Ouais, je sais. Voilà. Merci. C'est gentil. Parce que c'est un ami à moi. Voilà. C'est la première fois que je fais ça, mais... Hein? Mais c'est vrai que c'est pratique. Ah, ça caille, hein? Ouais. Et en même temps, il y a un petit soleil. C'est agréable. Ouais. Et on va voir la machine à laver, là. Oh non, le coup de la laverie dans une enquête sur le blanchiment. On voulait à tout prix l'éviter. Mais la réalité est plus forte que Cache. La livraison des tapis, des euros, c'est par ici. Alors, 8600. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Merci beaucoup. Et voilà, c'est terminé. Enfin, pas pour Manon, qui veut vérifier si ça marche aussi dans l'autre sens, entre la France et le Maroc. Si je veux faire des transferts 10 000 par semaine, par exemple, ça peut se faire, ça? Oui. Ouais. C'est parce que c'est pas un grand somme, hein. C'est 10 000 Ouais. €, 2 000 €, tu peux, hein. Ok, bon, bah ça marche. Bah, on s'appelle. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. De la France au Maroc, du Maroc à la France. L'argent circule ainsi sans se déplacer. Il est au cœur d'un système financier clandestin baptisé Hawala. Dans le système Hawala, il faut imaginer l'argent comme une matière première qui s'échange dans le monde entier. Avec le saraf pour banquier. Son rôle, équilibrer des milliers de transactions. Dans notre exemple, entre Nicolas et Manon, le saraf fait livrer 2000 € du Maroc vers la France. Pour équilibrer ses comptes, le saraf doit réaliser une opération d'un même montant avec d'autres clients entre la France et le Maroc. C'est ce qu'on appelle un système de compensation. Pour réaliser ce tour de force, le saraf a donc besoin de beaucoup de cash des 2 côtés de la Méditerranée. Autant dire, beaucoup de clients. Et parmi ces clients, des gens bien établis. Au Maroc, par exemple. C'est étonnant, mais l'argent de la drogue qui circule dans le système Hawala finit parfois dans les poches d'hommes d'affaires. Bienvenue en classe affaires avec la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. La CFCIM est la plus importante chambre de commerce et d'industrie française à l'étranger. À Casablanca, cette institution plus que centenaire représente 4000 entreprises. Ici, on parle éthique. Performance. Toujours avec professionnalisme.
dirigé par de grands patrons, comme Jean-Marie Grosbois, directeur des lieux entre 2013 et 2016. Comment ça, vous ne connaissez pas? Souhaitez-vous en savoir plus? Oui. Jean-Marie Grosbois, chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite. Photo pour les vainqueurs. Monsieur Grosbois est un homme public. Le voici avec Pierre Gattaz, l'ancien patron du MEDEF. Avec Muriel Pénicaud, l'actuel ministre du Travail. Et enfin avec l'ancien président de la République, François Hollande. Jean-Marie Grosbois, c'est ce qu'on appelle un col blanc. Un cadre de l'industrie qui a utilisé les services d'un saraf, un banquier occulte. En 2013, il met 50 000 € dans les tuyaux afin de les récupérer à Paris. C'est là qu'il est repéré par la police. Jean-Marie Grosbois vit toujours à Casablanca, toujours dans les affaires. Il a refusé de répondre à nos questions face caméra, mais il a accepté de nous recevoir. Deuxième étage. À partir de là, nous filmons avec une caméra cachée. Bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger, je cherche monsieur Grosbois, s'il vous plaît. Monsieur Grosbois, quel plaisir de vous voir. Vous êtes des artistes dans votre genre. Hein? Pourquoi? Je sais pas, vous m'appelez sur WhatsApp, sur un numéro français, allez venir. Bon, vous avez un joli bureau. Ouais. Dites-moi qui vous êtes quand même. Bah, je travaille pour une agence de presse qui s'appelle Première Ligne Télévision et qui produit un reportage sur l'économie parallèle pour France 2. Ouais, et votre nom est apparu dans une affaire de remise d'argent liquide. Ah oui, d'accord. Ah, oui, vous vous souvenez de cette histoire? Oui, bien sûr. Oui. Voilà, et je voulais que vous puissiez m'expliquer, d'abord me confirmer si c'était vrai ou pas. Oui, c'est vrai, oui, bien sûr. Moi, j'avais besoin de liquidité. Pourquoi ne pas avoir apporté avec vous, par exemple, ces sommes d'argent en France? Ah bon? Et comment vous faites pour passer la douane avec 50 000 €? Finalement, c'est un système assez pratique, en fait. Ah oui, ça peut être pratique, oui. Vous saviez quand même que c'était illégal de faire ce système, j'imagine. Il y a 30 millions de Marocains qui font ça à longueur de journée. Hein. Bon. Mais vous n'êtes pas trop posé de questions sur l'origine des fonds, par exemple, quand on vous a remis 50 000 € à Paris? Non. En tous les cas, moi, on m'a filé des billets de 50 €. Donc, Le problème, c'est que si moi j'ai un peu regardé l'affaire, c'est que l'argent qu'on vous a remis à Paris était de l'argent de la drogue, du trafic de drogue. J'en sais rien. Moi, on m'a donné l'équivalent de ce que j'avais demandé pour en revoir la ligne, hein, c'est tout. Oui. J'ai utilisé un réseau. Je dis, il y a plein de gens comme ça qui le font. Je ne me suis pas posé la question de savoir si l'argent venait de la drogue ou pas. Il se trouve que ça venait de la drogue, oui. Je ne connais pas ces gens-là. Je me suis retrouvé un jour convoqué par un juge d'instruction, garde à vue, etc. Ah, bon, bah, vous savez, le ciel me tombe sur la tête. Vous regrettez aujourd'hui l'utilisation de ce réseau? Non, je ne regrette rien. À partir du moment où je l'ai fait, je l'assume. Je n'ai pas commencé à me dire, un mort de doigt, je regrette. À mon âge, à 70 ans, que je commençais à regretter les choses, hein, parce que sinon... Vous avez été condamné, vous avez eu une amende, je crois. Vous pouvez me dire de quelle amende? Je suis en appel. Ah, vous avez fait appel. Monsieur Grosbois a effectivement fait appel. Il conteste sa condamnation pour blanchiment assortie d'une amende de 50 000 €. Dans l'attente d'un jugement définitif, il bénéficie de la présomption d'innocence. En tout cas, vous tenez la forme. Je vous remercie de nous avoir reçus, monsieur Grosbois. Et on ne vous dérange pas plus longtemps. Si nous nous sommes intéressés au cas de monsieur Grosbois, c'est que son argent a alimenté le même réseau de blanchiment que celui des trafiquants de drogue. Un même réseau avec deux donneurs d'ordre, les frères Echaouti. Une belle histoire de famille. À gauche, Abdelwahid, le plus jeune. À droite, Nourdine, 36 ans au moment des faits. C'est lui qui pilotait toutes les opérations financières pour le compte de ses clients, notamment des trafiquants. C'était le banquier occulte du système, le saraf. L'argent de la drogue est collecté dans tous les coins de France. Mais aussi en Europe, grâce à des collecteurs comme l'ambulancier. L'argent récupéré
est alors centralisé en banlieue parisienne par un intermédiaire. Cet intermédiaire, comme tous les acteurs du réseau, répond aux ordres des frères Echaouti. Cible de l'enquête du capitaine Mug. Est-ce que vous pouvez nous faire le portrait des frères Echaouti? Ouais, ce sont deux jeunes Marocains. Alors Quel déjà, âge? À l'époque, il y avait la trentaine, un peu plus de 30 ans. C'était intéressant parce que l'un des deux, Noureddin, qui supervisait vraiment l'ensemble, était lui à Casablanca. C'est le blanchisseur du point de vue de la loi. C'est le compensateur du point de vue des voyous, le changeur, quoi, qui va s'occuper de transformer des euros en dirhams. On a du mal, nous, à imaginer qui Non, sont ce serait plutôt ces une hommes. sorte de trader de l'underground, vous voyez, c'est... Voilà. Des banquiers occultes ou... En fait, il faut bien comprendre que ce sont des gens qui ne se vivent pas vraiment comme des acteurs de la criminalité. Ils participent d'un système de transfert de fonds séculaire qui va accepter de l'argent d'ailleurs de tous horizons. Ils n'ont pas de prédilection particulière pour l'argent de la drogue. Ils ont un attrait, ça c'est sûr, pour les commissions. Leur problématique à eux, c'est de pouvoir prendre des commissions le plus possible, au plus de monde possible, de manière à en vivre, quoi. Les frères Echaouti ont été condamnés par la justice française à 10 ans de détention en 2017. Donc bien sûr, on imagine qu'ils sont en prison. Non, ils ne sont pas en prison, puisqu'ils vivent au Maroc, qui sont marocains. Et pour l'instant, on n'a pas encore réussi à mettre la main dessus. D'accord. Donc ils échappent à l'impôt et à la prison. Ah, pour l'instant, oui, mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand l'occasion se présentera, il y a des mandats d'arrêt internationaux qui sont lancés. On espère pouvoir mettre la main dessus un jour ou l'autre. Mais le Maroc n'extrade pas ses ressortissants? Non. Donc ça veut dire que ça bloque pour l'instant ici. Et voilà. Ainsi, l'homme au jogging rouge, condamné par contumace pour blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, est toujours dans la nature. Ah, si seulement la police française avait eu le droit de faire son boulot au Maroc. Elle aurait pu le localiser en une matinée. À Casablanca, Noureddin Echaouti est un chef d'entreprise tout à fait respectable. Il est 10 heures. Le capitaine Mug serait sûrement venu dans ce quartier d'affaires. Il aurait vu cette boîte aux lettres. C'est l'une des sociétés de Noureddin Echaouti. De toute façon, ici, tout l'immeuble lui appartient. Vers midi, il aurait sûrement poussé la porte du groupe Baghdadi, une entreprise de promotion immobilière. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Je suis venu prendre contact avec monsieur Chaouti et voir s'il était possible de prendre contact. D'accord. Elles le connaissent parfaitement. C'est l'un des associés du groupe Baghdadi. Bah vous faites suivre mon numéro de téléphone? Merci. Au revoir madame. En clair, dès 13h, le capitaine de police aurait retrouvé sa trace. Comme nous. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Noureddin Chaouti à l'appareil. Ah, Noureddin Chaouti. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Ça va? Oui, et vous, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Je suis passé à l'un de vos bureaux ce matin pour essayer de vous rencontrer et je voulais vous parler business, un peu affaires, investissement immobilier. Je voulais savoir si on pouvait se rencontrer éventuellement. Mais qui a donné mon nom à vous? Disons que je préfère vous dire ça quand je vous verrai. Où est-ce que vous êtes, Noureddin? J'habite à Casablanca, mais je ne suis pas maintenant à Casablanca. Ah. Je rencontre pas de personnes que je ne connais pas. Ah bah... C'est des affaires. Ça veut dire pas je fais des affaires avec des gens que je connais pas. Bon, eh bien, on ne fera jamais affaire avec le saraf de notre histoire. Mais de ces affaires, on n'a pas fini de vous parler. Allez, pensez toujours blanchiment, mais pensez plus grand. Dans les profondeurs de la finance, les frères Echaouti ont inventé pour leurs clients un circuit de blanchiment imparable. Ce système a permis aux trafiquants de réinvestir des centaines de millions d'euros en cash dans l'économie mondiale. Ça s'est déroulé en 3 étapes.
Première étape, l'argent de la drogue est métamorphosé en or, en pièces et en lingots. L'or, objet de toutes les convoitises, facilement négociable, facilement transportable. L'opération s'est passée en Belgique. Vous allez voir, c'est très malin. Et le capitaine Mug a tout de suite compris la manip. L'or présente un intérêt quand même quand on est blanchisseur, c'est que le volume d'un smartphone à peu près, ça correspond à 1 kilo d'or. 1 kilo d'or à l'époque c'était 40 000 €. C'est pratique pour le transport. Mais alors comment Nourdine Echaouti s'y est-il pris? Son collecteur en chef avait trouvé un associé qui s'appelait Georges Bleutner et cette personne proposait un ensemble de services et notamment mettait à disposition d'importantes quantités d'or. Georges Bleutner. Pour les frères Echaouti, c'est le partenaire idéal. Il accepte à bras ouverts toutes les opérations en cash. Georges Bleutner est négociant en or. Il habite à Anvers, en Belgique. Il a refusé notre demande d'interview. Mais vous nous connaissez, on adore le contact. Là, à côté de la baraque à frites, c'est Georges. Et devant Georges, c'est nous, déguisés en investisseurs. Avec Georges, on ne s'est jamais vu. Et pourtant, nous voilà partis comme de bons vieux copains. On va où, Georges? Tout droit. Une balade à Anvers avec Georges, filmée en toute discrétion, ça vaut tout l'or du monde. Ici, il y en a partout. De l'or, des bijoux. Et des lingots, surtout. Même en vitrine. Du diamant, forcément, c'est le quartier. Et sur le coup de midi, on s'est arrêté là, manger italien. Moi, c'est pour lasagne et légumes. Oui, ça me suffit. Alors moi, je crois que je vais prendre des cannelloni à la ricotta. Vers la fin du repas, Georges Bleutner se met enfin à table. Il nous explique son rôle dans le réseau Echaouti. Je vends des caches, de l'or. Je travaillais avec des gens de France que je connaissais depuis des années, qui étaient très convenables. Ils venaient chaque fois pour acheter, que ce soit des pièces, des lingots. Et puis à un moment donné, il a commencé à monter le volume. Et les volumes, c'était quel genre de volume? Ah, c'était toujours des centaines. De ce temps-là, c'était des kilos et des kilos par semaine. Il ne faut pas oublier que dans les années 2012, 2013, même 2011, l'or a fort augmenté. Donc il y avait un énorme volume d'or, de transactions d'or, c'était énormément. Et c'est là où vous faisiez les transactions en cash? Ouais. Des dizaines de kilos par semaine avec un client, c'est beaucoup. Oh oui, mais on faisait ça. Et comment il vous faisait sortir l'or? Quelquefois, il allait directement sur l'aéroport avec l'or, avec la facture. Ah, vous lui faisiez une facture? Oui, beaucoup de marchands, beaucoup d'affaires qui faisaient avec facture. Des factures pour blanchir des millions d'euros. Oui, mais un jour, Georges a été condamné à 3 ans de prison pour blanchiment, association de malfaiteurs, faux et usage de faux. Et malheureusement, j'ai été attrapé en vérité. J'ai pas fait trop attention parce que je faisais toutes sortes d'affaires. Vous avez été jugé ici en Belgique? Oui, ici, jugé ici. J'ai eu mon procès, j'ai eu l'amende à payer. Je peux vous demander quel genre d'amende vous deviez payer? Ah, c'est quelques millions, donc c'est... Tenez, moi je vous en dis. Non, Georges, c'est moi. N'insistez pas, Georges, vraiment. S'il vous plaît, la facture. Merci. Quant aux factures de Georges Bleutner, les voici. Celles utilisées par le réseau des frères Echaouti. Une belle couverture pour faire voyager l'or. Avec toutes les apparences de la légalité, elles sont émises par Jacques Ognoux, sa société, et adressées notamment à Hafti Trading, une fausse bijouterie. Tiens, basée à Dubaï. Et ça y va, hein? Là, il y en a pour 95 400 €. Que des lingots. Là, pour 150 500 €.
Entre 2012 et 2014, ça se passe ainsi plusieurs fois par semaine. Des dizaines, voire des centaines de kilos d'or achetés. Transformés en or, les millions des frères Echaouti peuvent désormais voyager. Voyager en toute tranquillité, grâce aux factures de Georges Blotner. À l'aéroport, l'or est pris en charge par de petites mains. En voici une, photographiée à son insu par la police. Allez hop! Les lingots embarquent pour leur destination finale, là où un soleil d'or brille même dans la nuit. Dubaï. Pourquoi Dubaï? Pourquoi Dubaï? Parce que c'est une économie cash, comme il en existe beaucoup. L'idée, c'était de voyager avec l'or jusqu'à Dubaï. Pour se prémunir quand même de tracasseries administratives, ils avaient monté une société spécialisée dans la bijouterie à Dubaï. Ça s'appelle une couverture, quoi. Couverture. Ils ont un business model qu'il faut suivre. Dubaï, paradis fiscal vertical. C'est surtout l'un des tout premiers marchés de l'or au monde. 25% de l'or de toute la planète est acheté ou vendu à Dubaï. Et il faut que ça brille. C'est pour cela que les frères Echaouti ont choisi cette destination. Sur place, c'est la deuxième étape du blanchiment. Ils vont vendre l'or, pièces et lingots, pour récupérer le magot en cash. Pour cela, ils ont un nouveau partenaire, un certain Yogesh. Ce négociant achète toutes les cargaisons d'or des frères Echaouti. Ce Yogesh n'a jamais été inquiété, ni même interrogé par la police, à Dubaï comme en France. En 2014, les équipes du capitaine Mug écoutent pourtant ces conversations et surveillent à distance les livraisons d'or. Bonjour. Quel est le prix de l'or? 35 300 €. Ok. 9 kilos confirmés. Pas de problème. Comment ça va, Yogesh? Très bien. Il y a Adam qui va t'appeler. Il te donnera 700 pièces. Ok. Pour approcher Yogesh, il a fallu être discret et changer une nouvelle fois d'identité. Nous allons donc nous faire passer pour un vendeur d'or. Nous tournons avec une caméra cachée. Hi. Bonjour, Nice to meet you. enchanté. How are you? I'm fine, how are you? I'm fine, not bad. À Dubaï, Yogesh est encore aujourd'hui un gros acheteur d'or. Je travaille dans l'or depuis longtemps. Ma famille est dans ce secteur depuis 50 ans. Sous quelle forme allez-vous ramener l'or? Et vous voulez être payé comment? Je crois que l'or peut arriver sous différentes formes, mais j'ai principalement des lingots d'1 kilo. Tant qu'il s'agit de lingots, c'est parfait. Vous savez, l'or entre sans taxe dans le pays, il n'y a donc aucun problème. Vous me parlez d'une dizaine de kilos par mois? Aucun problème, j'achète tout type d'or, de l'or pur, des pièces. Donc tout fonctionne? Dans le temps, j'achetais de grosses quantités, entre 150 à 200 kilos d'or par jour. Vous voulez dire par semaine? Non, non, 200 kilos par jour. Ah oui, par jour, d'accord. Et question paiement, vous pouvez me régler en cash? Oui, si vous avez de l'or pur. Moi, je fonctionne avec du cash. Et je paye cash. Et voilà comment, grâce à Yogesh, l'or est retransformé en cash. Combien les frères Echaouti ont-ils transporté? Difficile à dire. La police française n'a pu documenter que 218 kilos d'or, livrés à Dubaï par avion, soit tout de même 7 millions d'euros. Ces millions de l'argent de la drogue
les frères Echaouti les ont réinjectés dans l'économie légale, notamment en France, pour le compte de leurs clients. C'est la troisième et dernière étape de l'opération de blanchiment. Pour la mener à bien, les frères Echaouti disposent dans les Émirats d'une constellation de sociétés. Multi-Option General Trading, Point Break General Trading et Renade International. Renade International est dirigée par le plus jeune des deux frères, installé à Dubaï. Cette société a une particularité. Elle n'a pas de compte bancaire. Mais alors, comment font les Echaouti pour réinjecter le cash dans l'économie réelle? Eh bien, ils vont utiliser les comptes bancaires de plusieurs bureaux de change, notamment celui d'Al Fardan Exchange. Pas de panique, on vous explique. Les millions de l'argent de la drogue, collectés partout en Europe, sont transformés en or en Belgique, puis retransformés en cash à Dubaï. Le cash est ensuite déposé sur le compte bancaire d'Al Fardan Exchange. À partir de là, et par simple virement, l'argent est envoyé dans le monde entier. Renade International n'apparaît jamais dans les transactions. La société des frères Echaouti est devenue intraçable. C'est le moment d'aller voir sur place comment ça marche. Nous décidons de pousser la porte d'Al Fardan Exchange. Nous tournons avec, devinez quoi? Une caméra cachée. Bonjour, je voudrais me renseigner sur les transactions en cash. C'est pour une société? Oui, absolument. Les transactions se feront en cash. Est-ce que je peux le déposer chez vous? Oui, bien sûr. Nous prenons votre cash et un virement sera fait au nom de votre société, mais depuis notre compte en banque. Y a-t-il un plafond? Non, aucun plafond. N'importe quel montant peut être envoyé. En quelle devise? Dollars, euros? Dollars, euros, livres sterling, quasiment toutes les monnaies. C'est rapide et efficace alors? Ah oui. Oui, c'est ça. Rapide et efficace. Car à Dubaï, c'est tout à fait légal. Encore aujourd'hui. Les frères Echaouti ont fait fonctionner ce système à plein régime. Nous avons mis la main sur des documents inédits qui concernent Renade International. Voici plus de 11 000 virements bancaires. Le cash est transféré sur le compte de milliers de sociétés dans le monde entier. Chinoises, coréennes, européennes. Regardez, ici, un virement de 150 000 $. Là, un autre de 168 000 $. L'argent est également envoyé à une quinzaine de sociétés françaises, dont celle-ci, basée à Paris. Sur un compte Société Générale, elle reçoit par exemple le 28 septembre 2014 4 virements de plusieurs dizaines de milliers de dollars chacun. Nous contactons le patron de cette société. Moi, dans vous voir, j'ai pas de souci, à condition que je vois mon conseil, surtout que c'est une première pour moi de rencontrer un journaliste. Voilà. On se réjouissait de voir ce patron, mais son conseil a dû lui conseiller de nous envoyer ce mail. Je trouve choquant que vous ayez en votre possession des documents bancaires. Je ne manquerai pas de déposer plainte pour diffamation si vous portez atteinte à mon honneur. Fichtre, bigre. Dans la foulée, nous contactons un autre chef d'entreprise français qui a reçu 2 virements. C'est Renade, je crois. C'est ça, Renade. Bon, moi je m'en fous de ça. Ce qui m'intéresse, c'est que j'ai sur mon compte. Ça a le mérite d'être clair, comme nos calculs. D'après nos documents, qui ne concernent qu'un seul bureau de change, Renade International a blanchi 259 millions € pour ses clients entre 2008 et 2015.
259 millions réinvestis dans l'économie mondiale. Ce n'est pas rien, non, capitaine Mug? Ce dont on parle là, c'est le bénéfice du trafic. C'est pas le chiffre d'affaires, c'est ce qui reste une fois qu'on a vendu la drogue, payé la logistique, etc., etc. Donc il reste cet argent-là. Et cet argent va se retrouver dans le système financier. On a été très surpris de découvrir que l'argent du trafic de drogue via Renade a financé une quinzaine de sociétés françaises tout à fait normales. Dites-nous comment ça c'est possible que cet argent de la drogue se retrouve réinvesti dans des sociétés légales en France. L'argent est arrivé sur le compte des sociétés françaises? Oui. Une société textile basée à Paris, par exemple, vous la voyez ici, hein, a reçu plus de 720 000 euros entre décembre 2013 et septembre 2014. Une société qui fabriquait encore il y a très peu de temps des foulards en soie à Lyon a reçu plus de 160 000 euros de cette société. Il y a aussi un chocolatier en Picardie, un garage, une coopérative agricole. Alors, typiquement, ça c'est intéressant. Je ne sais pas ce qu'il en est de ces sociétés-là, mais imaginons par exemple un commerçant quelconque se retrouve avec, je ne sais pas, une somme importante en cash provenant, on va dire, de fraude fiscale ou d'abus de biens sociaux, peu importe. Cette personne-là a 1 million d'euros. Il a besoin de faire un paiement vers une des sociétés que vous avez sur votre tableau là. Bon. Il va aller voir le SARAF, il dit tiens voilà, est-ce que tu peux me transférer cet argent sur le compte de la société XY qui se trouve à Lyon? Société textile en France, société de soirée à Lyon, chocolatier, garage. Voilà, et le SARAF va dire pas de problème, je vais te faire un virement depuis Dubaï, j'ai une société là-bas, et puis tu n'auras qu'à prévenir ton fournisseur qui va être payé par la société Renade. Et le virement est opéré comme ça. Vous diriez quoi? Vous diriez que c'est une couverture, cette société? Oui, c'est une couverture. La société n'a pas de compte bancaire, quand même. C'est-à-dire que c'est assez intelligent, parce que si vous êtes enquêteur financier et que vous voyez arriver, par exemple, un virement, ce virement ne sera pas au nom de Renade International. Il sera au nom, évidemment, de l'agent de change. Donc, ça veut bien dire que Renade est un énorme tuyau de blanchiment. Absolument, il n'y a pas de et débat qui va là-dessus. ensuite irriguer, non mais ce qui nous étonne, qui va ensuite irriguer l'économie réelle en France aussi. Oui, c'est toute la problématique. Et ça, on se dit que c'est aussi un des axes de la mondialisation, mais qu'on ne voit pas du tout. C'est vrai, oui. L'argent circule de manière assez libre et surtout lorsqu'il circule dans ces circuits occultes pour finalement finir par rejaillir quelque part, pour réintégrer le système légal. C'est tout le principe du blanchiment. C'est-à-dire que le blanchiment est une activité qui mise beaucoup sur l'internationalisation des transactions, de manière à faire échec, ou en tout cas à compliquer les enquêtes. Et c'est vrai que les frères Echaouti courent toujours. Pas inquiétés au Maroc, jamais poursuivis à Dubaï, l'investigation du capitaine Mug s'est arrêtée là. Alors, nous avons décidé de poursuivre l'enquête sur la piste des mêmes sarrafs marocains. À Dubaï, nous avons découvert que l'un des plus gros cabinets d'audit au monde aurait fermé les yeux sur une opération des frères Echaouti. Pour vous raconter la suite de notre histoire, on s'est payé un petit tour à la campagne. Après Dubaï, c'est vrai que tout ce vert, ça nous fait du bien. Nous voici dans les Midlands, au beau milieu de l'Angleterre. C'est reposant, non? Vous ne trouvez pas? Enfin, pas pour tout le monde. Nous avons rendez-vous avec un spécialiste du marché de l'or. Depuis 2013, il est en guerre avec son ancien employeur. Il a même dû fuir précipitamment Dubaï. Il faut dire que son ex-employeur n'est pas n'importe qui. Un géant mondial de la finance et de l'audit, Ernst & Young, EY en English. Un mastodonte de 35 milliards de dollars de chiffre d'affaires, implanté dans 150 pays. Et donc, à Dubaï. Mais revenons à nos... En 2013, Amjad Rian est donc installé à Dubaï. Il réalise des audits pour Ernst & Young. Au mois de février, Ernst & Young est missionné par la société Calotti pour réaliser un audit industriel. À Dubaï, Calotti est une institution.
c'est le plus gros raffineur d'or de l'Émirat. Calotti détient 50 à 55% du marché à Dubaï. L'audit devait déterminer si la société Calotti avait notamment mis en place un système de gestion client digne de ce nom. L'équipe d'Ernst & Young examine Calotti sous toutes ses coutures. Elle se rend au siège, situé dans cette maisonnette, au 35e étage. Elle visite également la fonderie de Calotti, dans cette zone industrielle. L'or y est raffiné. Les lingots sont coulés, puis estampillés. Calotti produit ainsi 300 tonnes d'or par an. Mais l'équipe d'auditeurs d'Amjad Rian veut en savoir plus sur ses fournisseurs. Comme en atteste cette note, il visite le principal comptoir du groupe situé dans le souk de l'or, là où arrivent les lingots. Et c'est là qu'ils auraient découvert de drôles de pratiques. La visite est organisée par Oussama Calotti, le fils du grand patron. La scène se serait déroulée au 2e étage du Gold Center. Juste ici, où nous nous sommes rendus avec une caméra cachée. Hello. Hi. Dans ses bureaux, le fils du patron se serait lancé dans une étrange démonstration. La visite était supervisée par Oussama Calotti. Il a emmené mon équipe dans son bureau et là, les auditeurs ont découvert une pile de barres argentées sur une table. Monsieur Calotti en a saisi une et l'a montrée à mon équipe en disant « D'après vous, de quoi s'agit-il » Mes collègues ont répondu « De l'argent ?» parce que ça ressemblait à de l'argent. Oussama Calotti s'est mis à rire. Il a pris un morceau de métal, a gratté l'une des barres en enlevant une fine couche d'argent. Et cette barre, c'était bien de l'or. Pour un auditeur, c'est choquant. Est-ce que c'est mal? C'est de la fraude. Une fraude dans la chaîne d'approvisionnement. Et leur réponse a été « C'est comme ça qu'on fait des affaires avec les Marocains. Ils maquillent l'or en lingots d'argent et les exportent de cette manière. » Alors, d'après vous, qui peuvent bien être ces Marocains qui maquillent des lingots comme des voitures volées? Voyons, des Marocains qui blanchissent à Dubaï? C'est le moment de vous raconter comment l'ancien auditeur d'Ernst & Young a croisé la route de Renad International, la société des frères Echaouti. Nous avons demandé à Amjad Rian de venir à Paris, muni de ses documents. Dans ces fichiers, les fournisseurs du groupe Calotti, les transactions réalisées et les montants pour l'année 2012. Nous allons maintenant comparer ces données avec les éléments de notre enquête. J'ai trouvé une référence. Regardons. Et c'est bien Abdelwahid Echaouti. Il possède une société qui s'appelle Renad International. Il en est officiellement le patron. Je me souviens du nom maintenant parce que c'était l'un des fournisseurs marocains de Calotti qui maquillait les lingots en argent. Il y a beaucoup de transactions avec Calotti. Ouais, je vois ça. Et oui, il y a beaucoup de transactions tous les mois. Presque tous les jours. En tout cas, elles sont très fréquentes. Il y en a beaucoup, effectivement. On a passé du temps sur ces documents. On a compté les transactions. On a tout vérifié. Pour l'année 2012, Renad International a vendu plus de 3000 kilos d'or à Calotti. Le chiffre est bien en tonnes.
Plus de 3,5 tonnes en un an. 3500 kilos d'or vendus. C'est énorme. C'est beaucoup plus que la totalité de l'or exporté annuellement par le Maroc. Il y en a pour 146 millions de dollars sur un an. Et la majorité de ces transactions sont faites en cash. C'est pratique. Aussi simple que ça. Des fournisseurs entrent avec des valises pleines d'or et ressortent de chez Kalotti avec des valises pleines de cash. Décidément, avec les frères Echaouti, merci. C'est encore une histoire de valises. Merci. Et cette fois, dans les valises, merci. Il y a 146 millions de dollars. Merci. Rien que pour l'année 2012. Merci. Grâce à Renade International, les sarrafs marocains ont encore réinvesti des montagnes de cash dans l'économie légale. Pourtant, même à Dubaï, il existe une règle anti-blanchiment. Toute transaction suspecte en cash au-dessus de 10 000 dollars doit être déclarée aux autorités. Bah alors, il s'est passé quoi avec Kalotti? Comme journaliste, on n'a pas eu de réponse à cette question. Ok, thanks. Bye bye. Pour rencontrer un responsable de Kalotti, il a fallu à nouveau enfiler notre plus beau costume de vendeur d'or. Et là, nous aussi, nous avons obtenu un rendez-vous dans la maisonnette au 35e étage. Hello, good morning. Nous sommes reçus par l'un des patrons du groupe. En polo d'été, le monsieur pèse 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires. À l'écouter, le cash, il ne connaît pas. Mais l'or, il adore. Seriez-vous intéressé par de l'or qui vient d'Afrique? Ça dépend de quel pays. Le Maroc? Le Maroc n'est pas un problème, si vous avez tous les documents d'exportation. Est-ce que vous êtes en mesure de payer cash? Non. Uniquement par chèque ou virement bancaire. Je croyais qu'en tant que premier acteur du marché, ça ne posait pas de problème. Oui, c'est vrai. Nous sommes le plus gros acteur du marché, mais nous avons plus de règles à suivre que les autres. C'est quelque chose qui a changé? Non, nous faisons ça depuis toujours. Nous suivons les règles scrupuleusement. À en croire ce patron de Kalotti, le groupe ne paye pas en cash. On s'est dit qu'on allait quand même vérifier. Venez, on repasse au comptoir de Kalotti, là où arrivent les lingots. Et là, quand on demande à être payé en liquide, ce n'est plus du tout le même discours. Une livraison de 70 kilos par semaine en provenance du Maroc, ça vous irait? Pas de problème. Et je serai payé en cash? Oui, bien sûr. Dans ce bureau? Oui, vous nous appelez un jour à l'avance et on vous remet le cash. Est-ce qu'il y a un plafond? Non, aucun. Aucun plafond. Bye bye. Have a good day. Des paiements en cash, Amjad Rian en identifie dès le début de son audit. Car pour l'année 2012, le groupe Kalotti lui a fourni tous ses versements en liquide. Il y a les 146 millions de dollars reçus par Renade International. Mais regardez, cette société, elle, a touché 485 millions de dollars en cash. Et puis celle-ci, plus de 773 millions. Des transactions jamais déclarées. En 2012, Kalotti a ainsi payé la somme astronomique de 5 milliards 244 millions 779 146 dollars et 40 centimes cash. Vous pouvez répéter la question? Avez-vous déjà payé en cash? Non, notre service de la conformité ne l'accepterait pas. Nous avons évidemment sollicité Kalotti. Et après plusieurs semaines, le groupe a finalement répondu par le biais de ses avocats. Kalotti dément totalement avoir acheté de l'or recouvert d'argent à Renade ou à quiconque.
Calotti a historiquement utilisé le cash comme moyen de paiement, mais uniquement dans le respect des règles de conformité client et de lutte contre le blanchiment d'argent. Calotti nie toute accusation de blanchiment d'argent et de falsification de documents. Quand l'auditeur d'Ernst & Young découvrit les transactions en cash de Calotti, quand il identifia les fournisseurs d'or marocain, que croyez-vous qu'il fit? Juste son travail. Il rédige alors ce rapport, détaille tout ce qu'il considère comme des irrégularités. Il parle de fournisseurs à haut risque, de falsification de documents et de risque d'évasion fiscale. Puis, il envoie tout à sa direction. Dans ce document, nous décrivons les résultats de notre audit de manière équitable. Notre évaluation fut violation de tous les protocoles, zéro tolérance. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pour un groupe, c'est la pire des évaluations. Du coup, Ernst & Young a tout de suite pris la décision d'aider Calotti à dissimuler cette évaluation. Ernst & Young va ensuite édulcorer l'audit et falsifier les résultats. Ça, c'est la version d'Amjad Rian. Alors, on a passé au crible les différentes versions du rapport. Ernst & Young aurait bien supprimé plusieurs passages qui mettaient en cause Calotti. Ernst & Young a enlevé le mot Maroc. Ils ont enlevé l'expression « lingot recouvert d'argent ». Et en très peu de temps, les résultats de notre audit ont été enterrés. Calotti a ensuite été déclaré totalement conforme par Ernst & Young. Comment analysez-vous la réaction d'Ernst & Young? Le groupe connaissait les faits et les résultats de notre audit. Tout est dans mon rapport. On les a plusieurs fois alertés. Donc, de mon point de vue, ce qu'a fait Ernst & Young est immoral, non professionnel et illégal. Amjad Rian refuse de signer le rapport final. Il affirme avoir ensuite été écarté par sa hiérarchie. Sa hiérarchie, justement, la voici. Hervé Labaude. Dans le top management d'Ernst & Young, il fait partie de ceux qui, selon Amjad Rian, auraient privilégié les intérêts de Calotti. L'approche d'Hervé Labaude était claire. Il s'agissait d'aider le client et d'enterrer les résultats de l'audit. Mais laissez-moi vous faire écouter une conversation que j'ai eue avec Hervé Labaude. Hervé, bonjour Amjad. Comment ça va, Hervé? Je vais bien, et toi? En septembre 2013, Amjad Rian tente une dernière fois de faire valoir sa vérité. Selon moi, le rapport a été complètement édulcoré. Vraiment. Sur le cash, c'était pas transparent. Sur le Maroc, la façon dont vous l'avez réécrit, ce n'est pas transparent non plus. Amjad, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Nous avons apaisé la relation avec Calotti. Et je suis très à l'aise avec la manière dont le problème a été géré. Nous accomplissons notre devoir et respectons l'engagement qui nous lie par contrat. En fait, je ne faisais que mon travail en qualité d'associé de l'entreprise. En refusant de signer, tu n'as pas fait ton devoir, Amjad. Après cette conversation téléphonique, Amjad Rian a fini par démissionner d'Ernst & Young. Il a porté plainte contre son ancien employeur devant la justice britannique. Le procès devrait se tenir courant 2020. Selon nos informations, le Français Hervé Labaude est parti à la retraite et a quitté Londres.
Nous tentons de le joindre sur son portable. Allô? Oui, bonjour monsieur, vous êtes Hervé Labaude? Yes, vous êtes Hervé Labaude? Allô? Vous n'êtes pas Hervé Labaude? Allô? Yes, I'm calling from France. Are you Hervé Labaude? Hervé Labaude nous raccroche au nez. Eh oui, Élise, c'était pourtant le bon numéro. Nous avons également sollicité Ernst & Young, qui refuse toute interview, mais nous a envoyé ce courriel. Monsieur Ryan a soulevé certaines allégations infondées dans une plainte que nous contestons vigoureusement. Nous sommes en procédure avec Monsieur Ryan et compte tenu de nos obligations de confidentialité, nous ne sommes pas en mesure de nous exprimer dans votre émission. Quel dommage. Nous aurions tant aimé leur parler de cash et de lingots. Mais au fait, que deviennent les deux frères Echaouti? Aux dernières nouvelles, ils sont toujours entre le Maroc et Dubaï et mènent des vies d'hommes d'affaires respectables. Nul doute que ces banquiers occultes n'ont pas de problème de fin de mois. Les Nations Unies estiment à 1600 milliards de dollars le montant de l'argent blanchi chaque année dans le monde. De quoi transporter encore beaucoup de valises. C'est la fin de ce nouveau numéro de Cash Investigation. On se retrouve très vite pour une nouvelle enquête. Excellente fin de soirée sur France 2. Merci. Bonsoir.